Débat pour la Nation, un invité spécial, il s'agit de Chris Mukindi, cadre au niveau de l'AFDC, débat le Kwebo parmi les communicateurs de l'Union. Avec lui, nous allons revenir sur l'actualité politique et les enjeux de la session de mars dans 5 jours. Quels sont les enjeux? Chris Mukindi, comment vous allez? En forme? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Toujours classe, très bien habillé. Merci beaucoup, cher Yannick. On dit qu'actuellement, vous gagnez beaucoup plus qu'avant avec votre structure, les collectifs des communicateurs de l'Union Sacrée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On ne travaille pas pour un salaire, on n'a pas de salaire. Donc voilà, nous sommes communicateurs du chef de l'État. Nous l'avons fait pendant 3 ans durant. Et là, nous sommes dans une phase de structuration de notre organisation. Donc il est de notre devoir et de notre obligation de pouvoir contacter les chefs des institutions pour leur parler de l'existence de cette structure. Donc il n'y a rien d'autre. Chris Mukindi, merci beaucoup. La santé de l'AFDC, ça va de l'AFDC? Oui, très bien. Vous vous préparez pour les élections 2023? Bien entendu, 2022 pour nous c'est une année préélectorale. Ouais. Et nous affûtons nos armes pour... Qu'est-ce que vous faites de manière concrète, vous, au niveau de l'AFDC? De manière concrète, déjà, nous avons commencé par restructurer le parti. Ah, d'accord. C'est à cette occasion que j'ai pu décrocher secrétaire de national nouvelles fonctions adjoint. comme secrétaire national adjoint en charge de la propagande. Exactement. Et nous avons eu des permutations au niveau des animateurs du parti. Nous avons un nouveau secrétaire général, nous avons des vice-présidents, des nouveaux secrétaires généraux adjoints, des nouveaux secrétaires nationaux. Donc voilà, nous affûtons nos armes pour pouvoir non seulement donner un second mandat au chef de l'État en 2023, mais aussi être une de plus grandes forces au sein des institutions, notamment à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Chris Mukindi. Nous faisons un pas encore en arrière. On parle de ça. Votre structure de communicateurs de l'Union Sacrée, l'objectif principal, c'est vendre les présidents de la République. Mais jusque-là, on entend déjà combien de temps? Plus d'un mois, non? 1 mois, 2 mois? Qu'est-ce que vous aviez fait comme action concrète, à part voir les chefs des institutions, les autorités? Quelles sont les actions concrètes que vous aviez posées pour vendre l'image du président de la République, soit les actions du président de la République? Déjà, pour vendre l'image du président de la République, nous n'avons pas besoin d'une structure. Allons-y. La structure nous permet de fédérer nos forces. Allons-y. La structure nous permet de pouvoir, comme machine, accéder à des données fiables au sein des institutions. Lorsque vous êtes organisé, et que par la voie de l'organisation, vous pouvez accéder aux institutions pour avoir la vraie information en ce qui concerne la marche du pays. Donc, à ce jour, nous avons déjà adopté, on a proposé une charte que nous aurons, je crois déjà ce dimanche, nous aurons une séance de travail avec tous les amis pour examiner la charte constitutive de notre structure et l'examiner, mais aussi le voter. Donc, nous pensons qu'une structure ne peut mieux fonctionner que lorsque elle est fondée sur des textes. Ah, donc pour le moment, vous êtes toujours en train de mettre en place la structure? Nous sommes dans une phase embryonnaire. Ah, d'accord. Donc on doit patienter la phase un peu, définitive n'est pas encore arrivée. Donc, nous sommes en train d'y travailler. Et donc, voilà, chacun a son agenda, chacun a des responsabilités au niveau de sa famille politique, chacun a des responsabilités professionnelles. Et parfois, ça ne nous permet pas de nous réunir en temps réel pour pouvoir finaliser ce que nous sommes en train de faire. Ah, d'accord. Chris Mukindi, on parle de ça. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces gens qui nous suivent? C'est vrai que l'émission sera également relayée à travers les réseaux sociaux, les nets, YouTube, ainsi de suite. Il y a beaucoup de gens qui lisent des parts et d'autres des messages, des publications. Apparemment, vous êtes discrédité. On dit que vous êtes là pour rançonner les autorités, arnaquer même. Vous n'êtes là que pour quémander. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ces gens qui lisent ces posts, qui voient parfois des déclarations, des émissions par-ci, par-là, de certaines qui étaient avec vous et qui aujourd'hui ne sont plus dans la structure, mais qui font des déclarations, des émissions? Qu'est-ce que vous pourriez dire au peuple qui suit ces genres de déclarations? C'est quand même malheureux et triste de voir des jeunes se comporter de la sorte.
Vous savez, il y a certaines personnes qui avaient vu dans cette structure une opportunité de se faire un peu de sous. Ils se sont dit certainement, bon, ok, maintenant que nous sommes organisés, je vais décrocher un poste au sein de la structure, ça me permettra de pouvoir payer mon loyer, tout ça. Mais je voudrais ici rappeler que la plupart des amis avec qui nous sommes dans la structure sont dans le monde professionnel. Et que les déclarations que vous venez de citer viennent de quelqu'un qui est encore au chômage. Ne faisons pas la fixation, on parle de manière justement, mais générale, des gens qui voient que c'est une structure à escroquerie, une machine à escroquerie. Non, mais justement, la personne qui nous traite d'une machine à escroquerie, mais posez-lui la question. Vous avez suivi des audios de Donald Kabasele, vous avez vu des captures d'écran. Cette personne-là, à qui on avait confié la responsabilité, la caisse de la structure, qui a détourné l'argent. Ça s'appelle détournement. Mais ne faisons pas d'accusations gratuites, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de faire des accusations gratuites. Moi, j'aimerais que vous puissiez vous adresser au peuple qui a lu, qui a suivi ces vidéos. Voilà, oui. Les peuples qui suivent ces déclarations doivent comprendre une chose, que la structure a été infiltrée au départ. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Par qui? Nous nous appelons communicateurs de l'Union Sacrée. Mais nous avons été infiltrés par qui? Par des personnes qui ne communiquent pas pour les comptes du peuple. Ils nous ont fait croire qu'ils communiquaient pour les comptes du chef de l'État, mais en réalité, ils sous-traitent leur communication à d'autres acteurs politiques. Oh. Comme qui? Voilà. Il y a de ceux qui sont... Quel acteur politique? Je vais en venir. Il y a de ceux qui sont avec nous, qui en réalité commercialisent leur communication. Ils vont chez Matata Pogno, ils prennent de l'argent là-bas, ils viennent défendre Matata Pogno sur des plateaux de télévision, alors que nous sommes de l'Union Sacrée. Vous savez, en politique, il faut faire des choix. Il faut s'assumer en politique. Soit on est chaud, soit on est froid. Et même la Bible dit, si vous êtes tiède, vous serez vomi. Soit vous êtes de l'opposition, soit vous êtes de la majorité. On ne peut pas être au même moment avec l'Union Sacrée, être avec Matata Pogno, être avec d'autres acteurs qui n'ont rien à voir avec l'Union Sacrée. C'est ça la vérité. Donc, je dis, nous avons été infiltrés. Malheureusement, ou heureusement pour nous, nous avons découvert la taupe qui s'évertue aujourd'hui à chercher à discréditer la structure. Hein? Il passe dans tous les médias pour chercher à... En réalité, comme j'ai dit, dans cette structure-là, nous sommes tous dans le monde professionnel. La seule personne qui n'est pas dans le monde professionnel, qui fait de ces métiers de communicateurs un métier, de ce travail de communicateur un métier, qui veut commercialiser cette activité, c'est cette personne-là. Et je ne vais même pas citer son nom sur un plateau. Alors, quels sont, si je pourrais dire comme ça, les verrous que vous mettiez maintenant en place pour que vous ne soyez plus infiltrés? Qu'est-ce qui vous rassure que demain vous ne serez pas infiltrés? Nous sommes en politique, c'est des bonnes guerres. Si on injecte chez vous des personnes pour vous infiltrer, c'est des bonnes guerres. Quelle intelligence que vous aviez mise en place pour que prochainement ça ne puisse plus se répéter? En politique, il n'y a pas de sécurité zéro. Ah, d'accord. Donc, on sera toujours infiltré, mais ce que nous devons faire, c'est de travailler toujours de manière à savoir d'où vient la fuite. Qui nous infiltre? Qui fait quoi? Tous les partis politiques, moi j'ai quand même l'expérience d'avoir été, de commencer la politique depuis 2007. Vous savez, tous les partis politiques ont été infiltrés à un certain moment. Exactement. Avec des adhésions, vous voyez des gens qui viennent adhérer à votre parti politique, mais qui sont envoyés pour vous infiltrer, pour vous espionner. Et ça se passe comme ça dans toutes les institutions politiques, je vais dire. Donc, il est quasi impossible de créer une structure qui ne sera jamais infiltrée. Mais chacun sait ce qu'il faut mettre maintenant sur la place publique et ce qu'il ne faut pas mettre sur la place publique, de peur que cela soit utilisé contre la structure. La vérité aussi, c'est que beaucoup de gens ne voudraient pas voir cette structure s'organiser pour défendre les bilans du chef de l'État. Vous voulez connaître ce que le chef de l'État a fait. Et cette structure, c'est une structure qui vous permet de venir avec des données fiables, avec des statistiques vraies, pour montrer au peuple congolais ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Donc, nous comprenons que cette structure n'est pas la bienvenue. Nous savions au départ que nous serions combattus.
Nous savions au départ que cette rupture mettra mal à l'aise beaucoup de gens. Ben, nous nous assumons. Quelle est, pour finir, clore avec ces biscuits, quelle serait la différence entre avant et après, avant la structure et après, en termes de communication, en termes de visibilité du président de la République? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, la différence entre avant et après, c'est la fiabilité des statistiques. Ah, d'accord. Donc, lorsque je viendrai sur votre plateau, je vous parlerai de 15 km de route. Ça sera 15 km, ça ne sera pas 13. Ça ne sera pas 12. Oui. Lorsque je vous donnerai les nombres des élèves qui sont scolarisés en rapport avec la gratuité, oui. Ça sera un nombre correct. Ça ne sera pas en tâtonnant. Donc, c'est ça la différence entre communiquer comme on le faisait avant et communiquer comme on le fera après, que la structure soit vraiment ficelée, organisée et acceptée et légitimée par les institutions de la République. Merci beaucoup Chris Mukendi. Nous entrons. Chris Mukendi, vous êtes de l'AFTC. On apprend de gauche à droite que la place des Bati-Lukwebo pourrait être menacée tout au long de cette nouvelle session ordinaire, la session de mars qui arrive. Quelles sont les informations que vous détenez de votre part? Moi, je ne fonctionne pas sur base des rumeurs et des spéculations. Je fonctionne sur base des faits. Allons-y. Et vous savez, nous sommes dans un pays où il y a trop de rumeurs, il y a trop de spéculations. Donc, la procédure pour l'éjection d'un membre du bureau, elle est connue. C'est dans les règlements intérieurs. C'est dans la Constitution. Dès lors qu'on n'a vu aucune initiative aller dans ce sens-là, on ne peut pas venir spéculer sur des plateaux de télévision. Mais je sais que la session de mars, c'est la session de tous les enjeux. Parce qu'après la session de mars, il en restera, je crois, 3 ou 4 sessions avant la fin du mandat du chef de l'État. 3 pratiquement, s'il n'y a pas de session extraordinaire. Donc, voilà. Et au vu des enjeux, je considère que cette session, elle est importante parce qu'elle prépare les élections. Lorsque nous considérons la feuille de route qui a été présentée par le président de la CENI, et cette feuille de route qui est assortie des contraintes, la plus grande contrainte aujourd'hui, c'est pas l'argent. C'est quoi? La plus grande contrainte aujourd'hui, c'est la loi. C'est la loi? C'est la loi. La loi électorale? La loi électorale. Et ce n'est pas la volonté politique? Non, mais j'ai dit d'abord, la plus grande contrainte, c'est la loi. Hein? Allons-y. Mais à cela, il ne faut pas nier que la volonté politique doit accompagner tout ce qui est fait en politique, doit s'appuyer sur la volonté politique. Exactement. La libération de l'argent par le gouvernement doit s'appuyer sur la volonté politique. Le vote des lois à l'Assemblée nationale doit s'appuyer sur la volonté politique. Et tout ce qui sera fait, c'est d'abord la volonté politique. Mais je dis en rapport avec cette contrainte-là de la session de mars, parce que cette feuille de route a bien indiqué cette contrainte pour dire il faut que le Parlement soit à mesure de doter la CENI de la loi électorale au cours de la session de mars 2022. La session commence le 15 mars et se clôture le 15 juin. Donc, entre maintenant, ou entre le 15 mars et le 15 juin, le Sénat et l'Assemblée nationale devront être à mesure de doter la CENI de la loi électorale qui lui permettra de pouvoir organiser d'abord son calendrier, mais aussi les élections qui arrivent. Vous soulevez un point très important avec la lenteur de nos députés, soit de nos parlementaires. Vous pensez que nous allons voir cette loi? Nous savons tous comment est-ce que ça fonctionne au niveau de notre Parlement. Vous croyez vraiment que les députés seront, soit les parlementaires seront actifs pour nous produire? Je le crois, parce que c'est la priorité des priorités. Je pense qu'au cours de la session ordinaire de mars, la question prioritaire demeure la loi électorale, au vu des contraintes qui ont été présentées par la CENI. Mais je note aussi que le président de la CENI a été reçu la semaine dernière. Il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale, il a été reçu par le président du Sénat, justement pour aborder cette question. Et je considère que la volonté politique étant dedans, je considère que au cours de la session, avant les 15 juin, parce que quand on dit, j'entends les gens, j'ai suivi les évêques catholiques, j'ai suivi les protestants, tout ça. Qui insistent sur les élections dans les délais? Ils insistent, c'est bien, mais nous sommes dans les délais.
Mais je ne comprends pas pourquoi les gens peuvent... Parce que la CENI d'abord, s'il vous plaît. Les signaux, oui. On y va, Chris Moukéndi. Non, attends, pardon. Là, vous soulevez, vous épinglez un point très important. Le plus grand signal que la CENI a sorti dans la feuille de route, c'est la loi électorale. Et la CENI a clairement dit que l'Assemblée nationale et le Sénat devront être à mesure de nous donner cette loi au plus tard, à la session de mars. J'ai rappelé que la session de mars commence le 15 mars. C'est juste 3 mois. Mais justement, donc, l'Assemblée nationale et le Sénat ont pratiquement 3 mois pour mettre à la disposition de la CENI cette loi. Et cette loi est déjà proposée, c'est ça les grands problèmes, parce qu'on commence d'abord, il faut qu'il y ait un parlementaire qui propose la loi. Il y a plusieurs propositions qui ont été déposées dans ce sens, mais je pense aussi que le gouvernement aussi peut prendre l'initiative. Exactement. Donc, en ce moment-là, un projet par le gouvernement, une proposition par les parlementaires. Il n'y a pas incompatibilité. Je crois qu'ils pourront faire la mise en commun entre ce qui viendra du gouvernement et ce que les députés individuellement pourront proposer comme des innovations ou de propositions d'amendements dans la nouvelle loi électorale. Donc, moi, je considère qu'on est encore dans les délais et que nous ne puissions pas, parce que je vois des gens... Exactement. Il y a Martin Fayulu également hier qui a insisté sur ça lors de l'anniversaire de l'ESID. Mais je vous soumets à un élément très capital. Hier, j'ai reçu Mike Moukeba ici. Il a évoqué l'état des lieux, des matériels, ainsi de suite, que Nanga devrait normalement faire et Nanga ne l'a pas fait. Jusqu'à présent, on doit faire d'abord l'état des lieux, voir ce qui est en bon état, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas avant de commander même d'autres très matériels. Et selon les députés provinciaux, Mike Moukeba, cet état des lieux prend un peu du temps. Comment est-ce que vous réagissez face à ça? Je ne savais pas que l'honorable Moukeba travaille à la CENI. Oh. Mais je ne savais pas, parce que ce qui se passe à la CENI maintenant, lui ne sait pas s'ils sont en train de procéder à l'état des lieux. Non, mais justement, mais comment vous pouvez dire ce qui se passe dans la maison de l'autre alors que vous n'y habitez pas? Ça ne se passe pas. Non, mais dites-moi, c'est une administration qui travaille, qui a des services. Non, mais dites-moi, ce qui se passe maintenant à la CENI alors que nous sommes sur le plateau, est-ce que nous le savons? Pas du tout. Nous ne savons que ce qui est rendu public. Exactement. Ce qui n'est pas encore rendu public, nous ne pouvons pas nous imaginer. Pas du tout. La CENI est un service technique. Et tous les jours, la CENI ne fait que ce travail-là technique. Il y a déjà état des lieux ou pas, Chris Moukéndi? Pardon? Il y a déjà état des lieux ou pas au niveau de la CENI, des matériels? Non, mais je dis, si l'état des lieux est fait, on va nous les présenter. Ou si l'état des lieux est en cours, on ne va pas dire que l'état des lieux est en cours, on ne va pas nous informer de toutes les opérations qui sont menées à la CENI. Quelles sont les informations que Chris Moukéndi détient sur ça? Moi, je sais que la CENI est une machine indépendante. Moi, je ne peux pas m'immiscer dans la gestion de la CENI. Je m'en tiens au calendrier qui m'a été présenté comme acteur politique. Je me fonde sur les contraintes. Et je travaille pour que ces contraintes-là, dans ma communication, j'insiste pour que le parlementaire puisse rencontrer les contraintes de la CENI. J'insiste pour que les élections soient organisées dans les délais. J'insiste pour que le gouvernement puisse mettre à la disposition de la CENI des moyens conséquents pour lui permettre de ne pas aller au-delà du délai constitutionnel. C'est là mon rôle en tant que politique. Donc je ne peux pas aller dans la cuisine interne de la CENI pour dire « Ah ben les pneus de la voiture de Nanga est troué ou les pneus de la voiture de Kadima est troué et il faut changer des jantes. Il faut Non, mais ça c'est pas mon travail. » Chris Moukéndi, voilà. Vous êtes responsable. Vous croyez qu'on doit commander, faire la commande, et on doit fabriquer d'abord au niveau des lieux, faire la commande, fabriquer, et ramener ça ici. Avec quel temps? Nous ne restons qu'avec une année et quelques mois. Vous pensez que tous ces processus ou bien toutes ces démarches peuvent se faire au cours d'une seule année? Commander, fabriquer, ramener les matériels ici? Mais si on s'en tient à la feuille de route, ben c'est possible, parce que moi je ne suis pas... on parle du concret. Je ne suis pas débutatif des propos que tiennent les politiques. Je m'en tiens à la feuille de route qui présente des contraintes et qui donne des délais. Exactement.
Donc, ce sont ces délais. Nous devons travailler sur les délais qui sont présentés. Dans la mesure où il y a un délai qui a été présenté et que nous ne sommes même pas encore entrés dans les délais, parce que avant d'entrer dans les délais, il faut que la session s'ouvre. Exactement. Lorsqu'on parle de contraintes législatives, il faut d'abord qu'on ouvre la session. Mais on ne peut pas, pendant les vacances parlementaires, parler de la session. Non, pas du tout. Et la session s'ouvre de plein droit. Ce n'est pas nous qui ouvrons la session. La Constitution parle de la session ordinaire de mars comme une session de plein droit, qui est une séance officielle à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui convoque les députés ou pas, ou les sénateurs. La session s'ouvre de plein droit. Donc, c'est à partir du 15 mars que chacun devra prendre maintenant sa feuille de route pour compter. Dans 5 jours, hein? Non, mais justement, dans 5 jours, mais la session a 3 mois. Exactement. Voilà, il faut rappeler que la session a 3 mois. Et la CENI n'a pas dit que seulement avant les 31 mars, il faut me donner la loi. La CENI n'a pas dit ça. La CENI dit à la session de mars. Donc la session de mars commence dans 5 jours. Il faut attendre 5 jours. Voilà. Et on va voir comment les travaux de la session vont être organisés. Et lorsque on va se rendre compte que, mais, messieurs les députés, messieurs les sénateurs, nous sommes en train de nous rendre vers la fin de la session, mais vous n'avez pas encore abordé la loi électorale. Là, on peut sonner, on peut tirer la sonnette d'alarme. Mais nous n'y sommes pas encore là. Donc, je ne peux pas. Je comprends la position de nos amis qui sont dans une opposition. Nous sommes en train d'analyser. Non, mais justement, l'analyse aussi est fonction de votre appartenance politique. Vous savez, les gens qui viennent ici, tous les débats de plateau de télévision ne sont pas seulement des débats objectifs. Les gens viennent avec des débats politiques ici. Exactement. Tout simplement parce qu'ils appartiennent au FCC, ils vont avoir un langage qui n'est pas le langage de l'Union sacrée. Ceux qui sont à la Mouka vont avoir un langage qui est contraire au nôtre, tout simplement parce que nous nous opposons. Mais il y a des faits. La CENI, j'ai dit, c'est une machine indépendante. Moi, je m'en tiens à la feuille de route qui a été présentée et je ne peux pas commencer à soupçonner le gouvernement de bloquer les processus dans la mesure où il y a des contraintes qu'on n'a même pas encore commencé à balayer. Chris Mukendi, vous savez qu'il y a également un autre problème, les déplacements sur la distribution des kits électoraux, ça pose également un problème ici en RDC, parce qu'on n'a pas suffisamment d'avions et ainsi de suite, ça pose un sérieux problème et les temps. Tout ça, je pense que vous prenez-en en compte. Hein? Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est pour autant qu'on doit maintenant prendre les matériels des élections, les amener à Goma maintenant. Mais il faut tenir compte du... Mais il y a les calendriers. Dans la feuille de route, en fait, j'aurais bien voulu que nous puissions débattre sur la feuille de route, parce que même en rapport avec l'achèvement des matériels dans les centres de vote, tout est défini dans la feuille de route de la CENI. Mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Et Kadima a dit que nous sommes encore dans les bons. Kadima l'a dit, on est encore dans les bons. Mais sur base de quel principe on viendra sur un plateau comme ça pour dire que ça va prendre beaucoup de temps, alors qu'il y a la feuille de route de la CENI qui dit que pour acheminer les matériels, par exemple, de Kinshasa vers la province de Chopo, si la CENI dit qu'il faut les faire en janvier 2023, nous on va commencer à dire qu'ils sont en retard maintenant. Et Chris Mukendi, vous savez que le peuple n'est pas dupe. Nous sommes à notre, je pense, 3e expérience de l'organisation du processus électoral. Le peuple sait comment est-ce que ça se passe. Mais ça se passe avec qui? Ça sera les premières élections qui seront organisées par un président qui vient de l'opposition. Ça sera les premières élections. Et ça veut dire quoi? Mais quand vous dites que... Donc ça veut dire que nous avons combattu au niveau de l'opposition les dépassements des délais. Il y a des manifestations dans la ville pour ne pas aller au-delà de 2016. Même si on a eu un glissement de 2 ans. Moi, je ne peux pas comprendre que, puisque nous considérons Kabila comme les médiocres de la République, je l'ai dit comme ça, je ne peux pas comprendre que le médiocre qu'on avait considéré de Kabila organise les élections dans les délais au cours de son premier mandat et que nous, qui prenons l'état de droit, la démocratie, l'excellence, nous ne serons pas à mesure d'organiser les élections, surtout pour un premier mandat, dans les délais prévus. On dit qu'actuellement vous faites preuve. Voilà. On dit qu'actuellement vous faites preuve d'une chose que les gens ne pourraient jamais estimer et prévoir, c'est-à-dire que vous êtes plus que, ou soit moins que Kabila.
On est dans les domaines des élections, je ne sais pas plus ou moins que Kabila dans quel domaine. C'est-à-dire que vous êtes plus médiocre que Kabila. Peut-être parce que nous ne tuons pas les Congolais comme Kabila l'a fait avec Rossi Mukendi, peut-être, je ne sais pas. Les Congolais voudraient que les régimes de Kabila, de Félix Tshisekedi puissent commencer à tuer les Congolais, à violer les libertés d'expression. On voit des coups de gueule sur des plateaux de télévision tous les jours, des gens qui s'attaquent au régime sans être inquiétés. Non, ça n'a pas été le cas. Ça n'a jamais été vous aussi... Vous étiez donc, au MLC à l'époque. Non, mais on n'a jamais tenu des propos aussi désobligeants vis-à-vis du régime. Hein. On était quand même respectueux du régime, nous à l'époque. Si pas vous, donc, ça fait plus que... Et on évolue, Chris. Voilà, moi j'ai dit... les gens se soupçonnent. Vous savez, le plus grand problème du Congo, c'est quoi? C'est que il n'existe aucune confiance entre Congolais. Vous voyez tout ce qu'on a eu à faire, même à Sun City, 1+4, c'est parce qu'on n'a pas confiance à un seul homme au Congo. Exactement. On veut se surveiller mutuellement. Lorsqu'on a créé la dynamique de l'opposition, on a dit, bon, on va faire une présidence rotative. Parce qu'on n'accepte pas les leaderships d'un. C'est ça, les Congolais. Donc, il faut... c'est comme ça qu'on est. Mais moi, j'ai dit, il faut que tous les acteurs politiques, tous les animateurs des institutions, focalisent leur attention sur la feuille de route de la CENI. Et c'est seulement lorsque les délais fixés dans la feuille de route va commencer à dépasser, qu'on peut tirer la sonnette d'alarme pour dire non mais on est en retard. Mais pour le moment, je ne peux pas dire qu'on est en retard en ce qui concerne les déploiements de matériel de la CENI. Chris Mukendi, vous savez que Kabila tenait ces mêmes discours en 2014, 2013, que non, nous allons organiser les élections, mais on est arrivé en 2016, il n'y avait pas d'élection, on a fait les glissements. Kabila tenait les mêmes discours, Chris Mukendi. Non, mais vous parlez de la personne de Kabila, mais là, c'est pas Kabila. Donc, c'est les mêmes discours des politiques. Non, moi, je m'en tiens aux faits. Hein? J'ai dit, on a toujours fonctionné comme ça, dans des soupçons, voilà, dans le manque de confiance mutuelle dans notre pays, ça a toujours été comme ça. Et je pense que c'est aussi ça le rôle de l'opposition. C'est très bien que l'opposition bouscule un peu le pouvoir pour que le pouvoir ne dépasse pas les délais prévus. C'est très bien, on n'est pas contre cela, mais j'ai dit qu'il y a une feuille de route qui n'a pas été violée. Il y a une feuille de route de la CENI qui n'a pas été violée. Donc, je vais considérer tous ces avis importants le jour simplement où, les jours où je verrai que le délai qui a été prévu n'a pas été respecté. Mais pour le moment, j'ai dit, attendons la session qui commence, qui doit mettre à la disposition de la CENI la loi électorale. Et c'est cet instrument, la loi électorale, qui permettra à ce que la CENI puisse élaborer les calendriers. Parce que jusque-là, on n'a pas encore le calendrier électoral. Exactement. Il faut qu'on arrive à faire la différence entre la feuille de route, déjà, et les calendriers. Les calendriers n'est pas encore là. Chris Mukendi, qui seraient les responsables au cas où on dépassait les délais? Les responsables, ça sera à tous les niveaux. Par exemple... Comment ça que non, mais à tous les niveaux. Parce que... Allons-y. La feuille de route de la CENI a identifié chaque acteur. Par exemple, pour la loi, si le Parlement va au-delà du 15 juin, le Parlement sera responsable. Dans le sens que le Parlement n'aura pas doté la CENI de la loi dans les délais prévus. Et déjà là, le Parlement est responsable du dépassement du délai. Voilà. Si pour les opérations d'acheminement de matériel dans les centres de vote à travers le pays, la CENI a fixé des délais et que le gouvernement n'arrive pas à mettre à la disposition de la CENI les moyens dans les temps prévus, le gouvernement sera responsable. La responsabilité du chef de l'État avec tout ce qui s'est passé quoi? C'est la promulgation de la loi. Les chefs de l'État promulguent la loi électorale. Donc, sa responsabilité doit être affichée au point de la volonté politique. Mais il ne constitue pas l'institution qui établit les préalables pour les élections. Mais il est, comme on est dans un exécutif bicéphale, il est partie prenante au sein de l'exécutif dans le sens de la responsabilité de financer les processus. Voilà. Mais comme j'ai dit, nous n'en sommes pas encore arrivés là. Chris Mukendi,
Qu'est-ce qui fait qu'actuellement vous soyez, bon, je sais que vous êtes au pouvoir, vous soyez clément à l'égard de Félix Antoine Tshisekedi. Hier, Chris Mukendi, vous étiez dans l'opposition au MLC, tout était Kabila. Tout revenait sur Kabila. Et alors, maintenant, pourquoi vous dites que les responsabilités pourraient être partagées aussi longtemps? L'article 69 de la Constitution dit clairement que c'est lui, les garants, il assure par son arbitrage les bons fonctionnements des institutions. Quand le Parlement est en retard, lui qui assure par son arbitrage les bons fonctionnements du Parlement, pourquoi n'est pas l'indexer? Il n'est pas le président de l'Assemblée nationale, il n'est pas le président du Sénat. Moi, j'ai dit, nous avons une constitution qui sépare les pouvoirs. Le président ne peut pas s'y mixer dans le pouvoir législatif. C'est la responsabilité des parlementaires. Donc, il revient aux parlementaires, conformément à la feuille de route qui a été présentée par la CENI, de pouvoir mettre à la disposition de la CENI dans les délais. Quand le président a dit, au cours de son interview avec Maroche Munga, que je salue, j'ai donné l'instruction au président de l'Assemblée nationale que si les blocages continuent lors de la désignation des Kadima, ainsi de suite, alors comment vous dites qu'on ne peut pas impliquer les présidents de la République? Pourquoi les présidents ne pourraient pas donner encore injonction au président de l'Assemblée nationale pour que les parlementaires fassent diligence? Je crois que c'était un échange qu'ils ont tenu, ce n'est pas des injonctions. Vous contredisez les présidents de la République? Non, je ne contredis pas les présidents. Le président a dit je donnais des injonctions. Moi je prends ça dans le sens d'un lapsus, simplement. Parce que le président de la République ne peut pas donner des injonctions au président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas donner. Mais justement, j'ai dit c'est un lapsus. Je considère que c'était un échange. Ils ont échangé pour dire, mais lui il a donné, vous avez dit tout à l'heure là il assurait l'arbitrage. Exactement. Dans le sens d'arbitrage, il a certainement échangé avec le président de l'Assemblée nationale pour dire... il y a des rencontres interinstitutionnelles également. Justement, dans les rencontres interinstitutionnelles, il peut partager, mais aussi, au-delà des rencontres interinstitutionnelles, il y a aussi des rencontres des réunions sacrées, où le président de l'État, les chefs de l'État... là, c'est privé, qu'est-ce qu'on dit? Non, mais c'est politique. Mais ça permet aussi d'élever les options. D'accord, oui. Ça permet d'élever les options. Il peut, à sa famille politique, il peut donner des injonctions à sa famille politique. Mais au président de l'Assemblée nationale, le président ne peut pas donner des injonctions. Voilà. C'est toute la différence entre ce qui se passe dans les institutions et ce qui se passe dans des rassemblements, dans des rassemblements politiques. Là, c'est vous qui le dites, mais le peuple ne verra jamais les présidents. Il faut que le peuple retienne. Il faut d'abord, parce que là, on est en train d'aller dans un débat qui laisse croire à l'opinion que le président de la République n'est pas pour l'organisation des élections dans les délais. Il faut que je réitère. Juste, même en réfléchissant, il faut que je réitère ici la volonté du chef de l'État d'organiser les élections dans les délais. Il a eu à l'exprimer à plusieurs tribunes. Vous avez cité Marius Munga ici, il a dit devant Marius Munga, il a eu à le dire aussi à la tribune des Nations Unies, et à chaque fois qu'il prend la parole, il exprime sa volonté d'organiser les élections dans les délais. Donc, c'est cela la volonté politique, sur laquelle nous nous fondons aussi notre conviction. Chris Mukendi, vous pensez que la guerre entre Denis Kadima et Kazadi et Nicolas Kazadi pourrait en tout cas, les deux pourraient fumer les calumets de la paix? Non, mais ils sont obligés, mais je crois que c'était juste un quoi communicationnel. Vous pensez que c'est fini, cette guerre? Non, mais ça continue sur quelle tribune encore? Donc je crois que c'était simplement, comme je l'ai dit, un quoi communicationnel. Et moi, je considère que c'est cela aussi l'indépendance entre les institutions. La CENI a clairement indiqué à travers sa communication qu'elle était une institution indépendante et que c'est vrai qu'elle dépend financièrement du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui doit lui donner les moyens de son action, mais c'est une communication qui a montré à l'opinion que les deux institutions sont réellement indépendantes. Donc vous rassurez le peuple qu'il ne pourrait plus y avoir ces genres de spectacles désolants d'ailleurs, ces genres de scénarios? Moi, je rassure le peuple sur la volonté du chef de l'État d'organiser les élections en 2023.
Et tous ceux qui sont encore en train de tâtonner devraient commencer déjà à préparer leur monture. Chris Mukendi, on évolue, quand vous dites ça également, il y a un point qui est soulevé par l'opposition en face de vous. Ils disent que vous le faites parce qu'il n'y a pas de bilan, le bilan est nul, le bilan est zéro. Hier, j'ai recevé également, je reviens parce que c'est une émission récente, Mike Moukebaï qui a réaffirmé que le bilan de Félix-Antoine Tshisekedi est zéro et nul et que sur base de ça, vous êtes en train de peaufiner certaines stratégies pour vous maintenir au-delà du temps, au-delà du délai. Je crois qu'avant de commencer à faire les bilans de Félix Tshisekedi, il faut que nos amis d'ensemble commencent par faire les bilans des ministres d'ensemble. Lutundula a dit qu'il n'est pas venu parce que ensemble, je l'ai dit pas en ces termes-là. Ensemble a recommandé Lutundula. Est-ce que vous savez qu'il y a grève à l'OGEFREM? Ouais. Vous savez qu'il y a grève à l'OGEFREM. Ça fait plus d'une semaine qu'il y a grève à l'OGEFREM. Il y a arrêt de travail. On reproche beaucoup de choses selon les grévistes à Chéribon Kende. Qui est ministre d'où? Qui est le ministre du gouvernement de Samalou Konde, Chris Mukendi. De quel parti politique ou de quel regroupement? On n'est pas un ministre d'un parti politique, on est ministre du gouvernement. Voilà. Il faut s'assumer en politique. Allons-y. Il faut s'assumer en politique. J'ai beaucoup aimé l'illustration de notre ami Thierry Mosenepo. Allons-y. Qui disait quoi? Parlant de l'équipe, il a dit qu'il était un fan des Mazembe et tout ça. Moïse Katumbi qui est un grand leader sportif aussi, coachant une grande équipe, connaît ces principes-là. C'est une équipe. Lorsque vous êtes dans une équipe et que vous perdez, c'est l'équipe qui perd. C'est pas les gardiens qui a fait encaisser les buts, non. Si les gardiens fait encaisser les buts, ça veut dire qu'il y avait un défenseur qui avait failli. Ça veut dire que le ballon, quand il a quitté les camps adverses, il y avait vos attaquants qui étaient déjà dans les camps adverses, qui n'ont pas empêché les ballons de venir jusqu'au poteau. Donc, ça veut dire qu'il faut s'assumer en politique. Moi, j'ai dit à nos amis d'ensemble, c'est maintenant le moment pour eux, puisqu'ils ne sont pas prêts à assumer les bilans de Tshisekedi, de quitter les gouvernements. S'ils considèrent qu'ils ont eu à un certain moment à déléguer les ministres au gouvernement de Tshisekedi, et que ces gouvernements ne font rien, comme ils disent, il faut s'assumer. Il y a déjà plusieurs, comme je disais, plusieurs ministres que vous pensiez qu'ils sont d'ensemble. Or, ils ont eu des échanges en particulier avec le président lui-même. Non, je suis dans une approche où ce sont... vous savez comment le gouvernement a été configuré, vous le savez. Et ce sont des ministres qui sont venus de quelque part, tous. Personne n'est tombé du ciel. Ils sont tous venus de partis politiques, regroupements politiques, recommandés par leurs responsables de partis politiques. Donc, je dis, lorsque vous considérez que vous ne partagez pas les bilans, mais il faut quitter le bateau. En fait, je souris. Moi, je dis, il faut quitter les bateaux. Je souris pourquoi? Parce que... il ne faut pas jouer à ces jeux-là. Le peuple n'est pas dupe. Le peuple n'est pas dupe. Plusieurs personnes d'ensemble disent que si vous constatez que leur ministre ne fout rien en tout cas, mais vous avez les manettes du pouvoir, vous pourriez en tout cas les déchoir, ou soit les chasser même du gouvernement. Ça, ce sont des propos populistes. Comment ça? Mais non, vous avez les manettes du pouvoir. Non, mais justement, mais ok, d'accord, on va voir alors. Chassez-le s'ils ne foutent rien parce que c'est votre bilan. Attendons la session de mars parce que je ne sais pas si c'est vrai, mais j'entends dire qu'il y a un remaniement qui arrive. Ah, je voudrais même en arriver. Et lorsque le remaniement arrivera, il faudra que nos amis tirent toutes les conséquences de leur... donc, voilà. Vous annoncez déjà s'il y aurait un remaniement. Donc, c'est fort probable que les ministres d'ensemble ne puissent pas être présents dans les prochains gouvernements. Non, mais moi, j'ai dit, le président doit prendre le courage aussi. S'il considère que les amis d'ensemble ne sont pas avec lui, comme il a fait avec Kabila, il a mis fin à cette coalition. Donc vous conseillez au président de la République au prochain remaniement qu'il ne puisse puisque les amis d'ensemble n'ont pas le courage de se retirer eux-mêmes, je crois que le président doit les aider. Les chasser. Il doit les chasser. Voilà, il doit les chasser comme il a fait avec Kabila. Il doit rompre avec eux parce qu'ils sont dans l'opposition. La Constitution reconnaît à chaque Congolais les droits à l'opposition. Donc si Moukebaï, puisque ses positions sont connues de tout le monde, et sa famille politique, leurs positions sont connues de tout le monde.
Mais ils doivent s'assumer politiquement. Ils doivent quitter eux-mêmes. Ils s'assument en disant que les bilans, c'est vous-même. Mais justement, comme j'ai vu ces Sangha, je le félicite, qui n'a pas voulu partager les bilans de Tshisekedi, il a quitté le gouvernement. Il a dit, moi j'ai quitté le gouvernement. Voilà. Que Katumbi se prononce. Mais pourquoi Qu'ils disent, en tout cas, nous optons pour l'opposition. Nous rejoignons, on rejoint c'est pas les FCC, on rejoint la Mouka, on va faire l'opposition contre le président Tshisekedi. Et il s'assume. Mais c'est cela l'homme politique. Il y a un problème qu'on évoque. Il faut qu'on arrête de se comporter en commerçant en politique. Il y a un problème qu'on évoque. J'ai dit, Gramix, s'il te plaît. Allons-y. Il faut qu'on arrête de se comporter en commerçant politique. Lorsque vous n'êtes pas d'accord en politique, vous quittez. Ne restez pas là pour des gains. Ne restez pas là pour des dividendes, pour des intérêts. Parce que vous avez des membres de votre parti politique qui sont dans des cabinets. Vous avez des membres de votre parti politique, de vos frères, vos petits frères. Vous vous dites, bon, si on quitte aujourd'hui, ils deviennent chômeurs. Mais il faut s'assumer. On ne peut pas être opposant et au pouvoir au même moment. Ça ne se passe nulle part au monde. Mais comment expliquer que vous, on dit que votre bilan est nul, vous, au lieu de donner les bilans, mais vous commencez à surcharger les autres en disant qu'on doit partager les bilans. Le bilan, en fait, les personnes qui parlent du bilan, ce ne sont même pas les personnes indiquées pour parler du bilan, c'est le peuple qui jugera du bilan de Tshisekedi. Ah, d'accord. Donc aussi longtemps le peuple ne s'est pas prononcé. Katumbi qui a donné à Tshisekedi le mandat. Il n'a même pas voté. Il n'a pas voté, il n'était pas avec lui. Quand Tshisekedi est allé aux élections, il n'était pas avec Katumbi. Katumbi était dans l'autre camp. Donc il ne lui a pas confié les mandats. Si Tshisekedi doit rendre compte de son mandat, s'il doit faire le bilan, il le fera au peuple congolais. C'est le peuple qui dira, ah ok, il avait promis la gratuité de l'enseignement. Ah, moi mes enfants ont bénéficié de la gratuité. Et ils vont lui accorder un second mandat. À ceux à qui Tshisekedi avait promis la paix, quand ils l'auront obtenu, ils lui accorderont le mandat. Ah, donc voilà. On doit attendre le peuple et puis le mandat, comme j'ai toujours dit, le mandat n'est pas de 3 ans. Félix Tshisekedi présentera un bilan de 5 ans de son action. Il ne présentera pas on peut faire des projections mais dans les projections déjà c'est biaisé parce que les bilans on les clôture comment? Moi je suis économiste de formation, j'ai fait la section commerciale aux humanités. Vous savez très bien, il y a également des bilans mi-parcours. Ça n'existe pas en comptabilité. Oui. Là vous pouvez parler d'inventaire, on peut parler d'inventaire, mais pas des bilans. Les bilans se clôturent toujours par un total. Il y a un actif et il y a un passif. C'est ça les bilans. Exactement. Les bilans, on ne les laisse pas comme ça, en plein mandat. Non, 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 le mandat n'est pas fini. C'est un mandat de 5 ans. Donc, il faut patienter. Ceux qui considèrent qu'il a déjà échoué, puisqu'il contribue à cette action d'échec, ils doivent quitter déjà le gouvernement. Vous voyez ce qui se passe à l'enseignement universitaire. Des grèves. Il y a quel ministre là-bas? Ensemble. Oh. Mais ils doivent tirer les conséquences de leur action au sein du gouvernement. Oui, partout où il y a des problèmes au gouvernement, ce sont les ministres ensemble. C'est ça la vérité. Chéribin Okenge, il y a des problèmes à l'OGFREM. Il est ministre qui est venu de Moïse Katumbi. Moïndo Nzangi, à l'enseignement, il vient d'où? D'ensemble, selon vous? Non, pas selon moi. Il vient de là. Voilà. Il n'y a que notre grand frère qui est au ministère du Plan où on voit qu'il y a de la stabilité. C'est un monsieur responsable. Mais même au ministère. Là, vous ne félicitez pas Katumbi. Non, parce que Christian Mondo que vous citez, vous dites que apparemment... Non, mais parce que il n'est pas dans leur logique. Lui, il partage les bilans. Il partage les bilans de Tshisekedi. Comme notre Kouloutou aussi, du ministère des Affaires étrangères. Même s'il y a des problèmes aussi là-bas, il n'y a pas de passeport. Oh, il n'y a plus de passeport actuellement? Mais justement, c'est encore un ministre ensemble. Donc voilà. Donc Moïse Katumbi, au lieu de chercher à faire les bilans global de l'action du gouvernement, qui commence d'abord à faire les bilans de ces ministres qui sont au sein du gouvernement. Pour voir, mais Chéribin, nous on t'a envoyé là-bas, qu'est-ce qui se passe encore à l'OGFREM? Moïndo Nzangi, tu nous représentes là-bas, tu représentes notre manière de gérer. Nous ensemble, quand on va prendre le pouvoir, c'est comme ça qu'on va gérer. Mais tu donnes un mauvais exemple. Quand il va faire ça, vous allez dire que Katumbi est en train de donner des injonctions à ses ministres. Non, non, pas des injonctions, j'ai dit,
il doit d'abord commencer par faire les bilans de ses ministres avant de faire les bilans du gouvernement. On parle, on prend vite en tout cas. C'est vrai que nous allons revenir sur d'autres questions, mais revenir en tête là. On prend vite Gentini Ngobila. Chris Mukendi, Gentini vous a reçu étant que de communicateur de l'Union sacrée. Je ne sais pas si c'était officiel ou bien une rencontre entre les membres de l'Union sacrée. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire d'après les explications de Gentini Ngobila, parce que là on les traite de tous les mots, qu'il serait un incompétent, qu'il n'est pas à sa place, on aurait dû avoir une autre personne de mieux, que l'Union sacrée nous propose une bonne personne. Qu'est-ce que vous pourriez dire de la gestion de la ville de Kinshasa avec tous les scénarios, toutes les scènes? On voit actuellement Gentini Ngobila avec kimono et le marqué effigie du président de la République ici. Tout ce qui se passe, qu'est-ce que vous pourriez dire après avoir écouté Gentini Ngobila? Vous savez, vous me connaissez très bien. Et vous savez que je suis un des acteurs qui n'a jamais ménagé le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila. Exactement. J'ai même rigolé lorsque nous sommes arrivés. Il y a un de ses conseillers qui m'a regardé, qui m'a dit « Monsieur Gentini Ngobila ». C'est comme ça qu'il m'a appelé. Donc ça veut dire que au sein de l'Union sacrée, nous avons toujours fustigé ce qui s'est passé, même si c'était des actions portées par les acteurs de l'Union sacrée. Nous n'avons jamais ménagé un acteur de l'Union sacrée parce que pour nous, les mandats, c'est les mandats du président de la République et c'est lui qui rendra compte au peuple congolais. Allons-y. Voilà, on a été reçus, on a échangé. Mais nous ne lui avons pas caché notre mécontentement. Nous ne lui avons pas caché notre opposition farouche à son action. Mais il était important que nous puissions aussi l'écouter pour qu'il nous dise qu'est-ce qui se passe, pourquoi les choses ne vont pas dans le sens que nous attendons. Allons-y. Donc voilà, donc on a eu à échanger et nous avons compris que qu'est-ce que vous avez il y a compris? aussi quelques difficultés. Mais qu'il démissionne. Difficultés, non mais bon, il lui reviendra à lui s'il pense qu'il peut démissionner. Hein? Le projet, il nous a expliqué les projets Zando. C'est-à-dire, allons-y. C'est vrai qu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour échanger. Et il nous a expliqué les projets. Et qu'est-ce qui bloque au niveau du projet Zando? Au niveau du projet, il a dit c'est un marché moderne qui sera construit. Jusque quand? Mais justement, on lui a posé la même question aussi. Donc voilà. Et il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sur la place publique, mais nous lui avons parlé sérieusement parce que nous considérons que ce qui se passe touche directement au mandat du président de la République. Toutes ces mamans qui ont été déguerpies. Exactement. Des familles. Du marché. Si le marché n'est pas construit jusqu'à l'avènement du second mandat, nous disons, ça peut jouer contre nous. Exactement. Ça peut être un élément de... un goulot comme on dit, des contre-campagnes. Ouais. Contre-campagnes contre le président de la République. Donc voilà, nous lui avons dit, nous avons exprimé ce que nous pensons. Ben voilà, il nous a expliqué certaines choses qu'il ne m'est pas accordé de le dire sur le plateau. Donc je considère qu'il y a beaucoup d'efforts à faire et nous réitérons encore notre position pour dire à M. Ngobila de travailler beaucoup plus davantage. Donc voilà. Donc Chris Mukendi, aujourd'hui, après avoir échangé avec Ngobila, vous pensez qu'on pourrait en tout cas lui accorder un bénéfice de doute? En fait, il ne me revient pas à moi. Mais puisque l'action, s'il vous plaît, je ne suis pas député provincial. Même si je veux faire partir M. Ngobila de cette place-là, il ne me revient pas à moi de le faire partir. J'ai dit, mais posez la question. Qu'est-ce que vous pourriez dire au peuple, Chris Mukendi, qui vous suit, qu'on peut en tout cas accorder à Ngobila un bénéfice de doute? Les peuples ne votent pas Ngobila dans un suffrage direct. Oui. Il fallait poser la question à Mike Moukeba, qui est député provincial. Lui, il est toujours très tranché. Vous mais savez, alors, qu'est-ce qu'il a initié, lui, puisqu'il est député provincial? Il y a une question orale avec débat de Moukeba au niveau de l'Assemblée provinciale, bloquée par un de vous de l'Union sacrée, selon Mike Moukeba et Godem Poi, les bureaux. Non, mais le mécanisme pour faire partir les présidents de l'Assemblée nationale existe aussi. C'est ce qu'il fait. Ils peuvent aussi emprunter cette voie. S'ils considèrent que le président de l'Assemblée provinciale constitue un blocage pour le départ de Ngobila, ils n'ont qu'à emprunter cette voie. C'est lui le député provincial, c'est pas moi. Mais vous également de l'Union sacrée, vous faites... Je ne suis pas gestionnaire, je n'ai aucun mandat. Moukeba a un mandat. Il peut agir au nom du peuple. Moi, ce que je fais, je ne le fais pas au nom du peuple. Je n'ai pas de mandat du peuple. Le peuple ne m'a pas confié un mandat.
Ngobila et qui l'union sera jugé. sacrée, pas que vous, mais l'union sacrée, il y a plusieurs déstabilisations dans plusieurs provinces. On citerait votre plateforme politique, l'union sacrée, qui sera en tout cas l'auteur de ces déstabilisations. Mais pourquoi vous laissez Ngobila à Kinshasa? Mais j'ai dit Ngobila Kinshasa, ce sont les députés provinciaux gramiques. Je dois parler. Mais qui sont de l'union sacrée? Mais tous les députés provinciaux sont de l'union sacrée. La majorité en tout cas. Moukébaï peut-être. Il est de l'union sacrée encore? Il Non, n'est il a pas déjà de l'union quitté. sacrée. Mais qu'il initie alors de Il y a déjà une question orale bloquée. Mais s'il vous plaît, Ouais. hein, s'il vous plaît. Au fait, nous sommes en train de parler des textes qui existent. Ouais. Le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, je ne l'ai jamais lu. Mais je considère que c'est comme les règlements intérieurs du Sénat, c'est comme les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, Ouais. qui donnent aux députés provinciaux des initiatives, des prérogatives pour prendre des initiatives, allant même dans le sens de déchoir un membre du bureau. Voilà, ils n'ont que à mettre en exécution leur règlement intérieur. Moi, je ne suis pas député provincial, cher Gramik. Je suis contre ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, mais je n'ai aucun pouvoir. Ceux qui ont le pouvoir, contre Ngobila. ceux qui ont le pouvoir, non, j'ai dit, je suis contre la saleté dans la ville de Kinshasa, je suis contre tout ce que je vois dans la ville de Kinshasa, je suis contre cette prolongation qu'a pris la construction du marché, je suis contre tout ça. Mais il y a des réalités aussi que moi je ne maîtrise pas, que Ngobila maîtrise mieux, mais que Moukébaï aussi maîtrise, puisqu'il est député provincial. Il a certainement des éléments. Donc, il leur revient à eux de juger les actions de Ngobila dans la ville de Kinshasa. Quelle serait la part de l'AFDC dans la gestion de la ville de Kinshasa? Vous allez dire que non, vous n'êtes pas gestionnaire de la ville, ou bien vous allez assumer les mêmes bilans. Vous êtes un garçon très intelligent, Gramik. Vous savez, quand j'étudiais, on me disait, un prof m'a dit un jour, lorsque vous posez une question, il faut avoir une partie de la réponse. Allons-y. Et j'ai trouvé une partie de la réponse dans ce que vous dites. Allons-y. Vous avez dit que nous ne sommes pas membres, nous ne gérons pas la ville de Kinshasa. Mais c'est l'Union Sacrée qui gère. Vous faites partie C'est vrai que c'est l'Union Sacrée. C'est une équipe. C'est vrai que comme Thierry Monsenet a dit. c'est vrai que c'est l'équipe. Ouais. Mais j'ai dit, ce n'est pas nous qui gérons. Donc vous La ville de n'allez Kinshasa. pas partager les bilans de Ngobila. On vous, de partagera les bilans de Kinshasa et de toute la République. Ah, Voilà. Là, c'est une bonne réponse. Mais c'est comme Donc ça. vous échouez ensemble. C'est comme ça, mais nous échouons ensemble. Ah, d'accord. Mais aussi, nous travaillons ensemble. Nous nous assumons. Nous nous assumons. Chris Mukendi, on revient un peu parce que là, je pense que nous tendons petit à petit à la fin. Vous pensez qu'à ce stade, avec les temps qui nous restent, un remaniement serait favorable au bilan, soit au président de la République, ou soit on doit laisser cette équipe parce qu'il n'y a plus de temps? Si on fait les remaniements, il y aura encore des temps de négociation, des tractations. On tend petit à petit déjà à la fin du mandat. Vous pensez que ça serait profitable au président? Je vous donne mon point de vue. Parce que, vous savez, nous sommes en politique. J'ai noté une chose en politique, Oui. pas seulement avec le gouvernement actuel. J'ai remarqué que au Congo, nous ne recherchons pas l'efficacité lorsque nous procédons au remaniement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous récompensons les personnes qui nous ont accompagnés. Ah, Lorsqu'il y a remaniement, c'est pour récompenser. Ah, ok, exactement. malheureusement, c'est ça. Une belle observation. C'est mon observation. Une belle en tout cas. C'est mon observation. Ouais. C'est ça la Alors réalité. qu'ailleurs, le remaniement a pour but quoi? C'est pour renforcer l'action du gouvernement. C'est pour rendre encore plus efficace l'action du gouvernement. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Bon, on ne va pas sortir de ces cercles vicieux aujourd'hui avec Tshisekedi, je ne pense pas. Donc, moi je considère que politiquement... Pardon? Vous répondez à ma question, ça serait favorable. Mais je suis en train de répondre maintenant à votre question. J'ai planté d'abord les décors. Ouais. Donc, moi je considère que nous sommes en politique. Comme j'ai dit, voilà, les acteurs majeurs de notre politique considèrent qu'il faut qu'il y ait remaniement. Et il y en aura. Ça serait favorable au régime avec les temps qui courent, qui restent? Je ne pense pas qu'un remaniement pourra arrêter l'action gouvernementale parce que déjà, même alors qu'on sera Vous savez que à attendre le gouvernement qui arrive, le gouvernement il y aura est réputé, toujours des ministres qui seront là pour expédier les affaires Exactement. courantes. Donc, j'ai dit, ça ne pourra pas
mettre fin à l'action du gouvernement qui est déjà enclenchée. Vous savez que les tractations chez nous, ça prend 4 et 3 mois. Si par alors qu'il y aura les tractations, il y aura toujours des ministres qui seront sur leur fauteuil. Ils vont assurer les affaires courantes et non gérer les grands dossiers, par exemple l'élection, les décaissements pour les financements, les décaissements pour le processus électoral. Est-ce que vous savez que la CENI a une autonomie financière? Mais ça doit venir. Ça veut dire, l'ordonnancement doit venir du gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement peut prendre au même moment, avant même le remaniement, peut loger 350 millions dans la caisse de la CENI. Ah, d'accord. La CENI a une gestion autonome. Donc, je ne pense pas qu'un remaniement pourrait arrêter Vous pensez que les processus. Ces remaniements doivent se faire de manière totale ou partielle? Il n'y a jamais eu de remaniement total. Bon, il y a toujours un ministre qui reste, il y a toujours un premier ministre qui est là. Donc je considère que le remaniement a toujours été partiel, même si à grande partie ce sont des nouveaux ministres qui arrivent, mais on n'a jamais à moins que ce soit un nouveau gouvernement qui arrive. Puis c'est ce que j'ai dit. À l'avènement d'un nouveau président, on a un nouveau gouvernement, mais quand on parle du remaniement, on bouge certains ministres, d'autres restent en fonction. À ce stade, on doit changer les gouvernements ou bien soit opérer un remaniement partiel. Et il ne me revient pas de décider sur cette question. On fait des analyses, des projections. Non, mais je suis politique, mais il ne me revient pas de choisir une des options, pas du tout. Je considère qu'au gouvernement, il y a des ministres qui ont excellé, qui sont bons, qui peuvent rester. Non, on ne les cite pas pour ne pas créer de la polémique. Non, même pas. Il y a ceux qui sont bons, qui ont très bien travaillé, qui peuvent être maintenus, et donc voilà. Mais il ne me revient pas à moi de décider. Et quelle est votre part de responsabilité? Vous, AFDC, au sein de ce gouvernement de Samalou Condé, on dit que votre ministre de l'économie échoue brillamment même, avec brio. Chacun libre de formuler, nous sommes en démocratie, chacun libre de formuler une opinion. Hein, mais moi je considère que c'est un des meilleurs ministres. Vous savez, non mais je vous donne les faits, c'est un des meilleurs ministres. Les ministres qui distribuent de l'argent aux enfants comme ça. Toi, tu ne distribues pas de l'argent chez toi à la maison? Publiquement comme ça, et puis des dollars. Il a distribué chez lui? Aux mineurs. Au cabinet? Aux mineurs surtout. C'est pour dire que... Ça, c'est un faux débat. Tout le monde distribue de l'argent ici à côté, tout le monde le fait. J'ai dit, c'est un des meilleurs ministres. Parce que quand il arrive là, les billets d'avion coûtaient combien pour aller à Lubumbashi? Qui a milité pour que aujourd'hui nos amis qui sont à Kinshasa commencent à faire des navettes partout, les journalistes commencent à se promener dans toute la ville. Il les faisait toujours. Non, pas du tout. Tout le monde bouge, mais non. Aujourd'hui, chacun peut aller en vacances à Lubumbashi avec sa famille, chose qui n'était pas possible avant les ministres de l'économie. C'est un peu tous les Congolais. Aujourd'hui, avec $1000, tu peux voyager avec toute ta famille, tu vas à Lubumbashi. C'est beaucoup. Ben voilà. $1000. Mais à l'époque, avec $1000, tu voyages seul. $1000, c'est les salaires, je pense, des 3 mois. Mais j'ai dit, à l'époque, avec $1000, avec $1000, tu voyages seul. Mais aujourd'hui, s'il te plaît, laisse-moi finir, parce que tu as posé la question sur moi. Mais laisse-moi parler de mon ministre. Allons-y. Non, mais tu me bravis la parole parce que de l'FDC. Il nous a menti à cause des surgelés ici, et jusqu'à présent que le Congolais attend. Non, pas du tout. C'était une politique conjoncturelle. Mais tu sais, dans un gouvernement, il y a ce qu'on appelle une politique conjoncturelle et il y a une politique structurelle. On doit fonctionner comme ça dans des politiques conjoncturelles. Les deux, structurelles et conjoncturelles. Donc, je disais ici que c'est un de mes meilleurs ministres. Aujourd'hui, pour aller à Mbandaka, je paye $90, mon cher ami. $90. Chris Mukendi. C'est son œuvre. On finit. Une dernière question en 1 minute. Selon plusieurs informations, son leadership serait boudé au sein de l'Union sacrée parce qu'actuellement, il reste les coordonnateurs, selon certaines informations. Les coordonnateurs, disons-les comme ça, son leadership serait boudé au niveau de l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Même le leadership du chef de l'État est boudé. Mais voilà. Par qui? Non, mais Fayoulou Bout. Non, au sein de l'Union sacrée, là, c'est l'autre camp. C'est simplement pour dire. Oui. Il n'y a aucun acteur politique qui peut faire l'unanimité. Il n'y en a pas. Mais il joue sa partition, c'est tout.
On ne va pas se laisser emballer par... on cherche pas... En politique... On reproche à Bati qui n'est pas clair. Il n'est pas clair comment? Posez-moi bien la question, je vais vous répondre. Qui n'est pas clair. Clair en quoi? C'est-à-dire qu'il joue un double jeu également. Quel jeu? Un double jeu. Quel jeu? Un double jeu. Mais je vais vous répondre, dites-moi quel double jeu. Un double jeu qu'il a avec les présidents par façade. Oh là là. Mais tu sais, Bati est... il joue ses cartes. Il a été le premier à dire clairement à l'opinion. Mais des façades. Ça, c'est vous qui le dites. Hein. Nous l'avons acté à la conférence des présidents. Des façades. Nous l'avons acté à la conférence des présidents de partis politiques membres de la FDCA. Ouais. Nous l'avons acté. En 2023, notre candidat s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Et nous y travaillons. Merci beaucoup, Chris. Voilà, donc posez maintenant la question aux autres qui sont avec nous à l'Union Sacrée. Mais c'est qui votre candidat en 2023? Posez-leur la question. Chris Mukendi, ça n'est fini pour aujourd'hui. Vous êtes pour les déclarations de Steve Mbikai? Ben, vous me laisserez... Les 5 à 7 ans. J'ai dit c'est simple, vous êtes pour ou non? Il est député, il peut réfléchir. Ah d'accord. Je suis pour la liberté d'expression dans le pays, je suis pour la liberté d'opinion. Ce qu'il dit ne l'engage que lui. Donc voilà, moi je suis un démocrate. Aujourd'hui, Steve Mbikai est maintenant endossé par la FDC. On n'a pas eu le temps pour parler de ces sujets, sinon on aurait abordé les sujets. Malheureusement, tu m'as amené dans des sujets pour lesquels les Congolais ne nous attendaient pas. Merci beaucoup Chris Mukendi, ça n'est fini pour aujourd'hui. En fait, si je n'ai pas parlé de cette histoire des changements, révisions, j'ai parlé de ça plusieurs fois la semaine et jusqu'à présent, ce ne sont que des intentions. J'aurais bien voulu aborder le sujet. Ce ne sont que des intentions et des propositions de M. Steve Mbikai. On attend s'il dépose la proposition des lois. En tout cas, c'est de son plein droit. C'est vrai également, je dois préciser pour le professeur Mbata. Le professeur Mbata n'a jamais dit qu'on doit changer de constitution. Moi, je suivi le professeur Mbata à la RTNC. Le professeur Mbata dit clairement que c'est parmi les meilleures constitutions, soit la meilleure constitution que nous avions actuellement. Merci beaucoup à vous. J'aimerais placer également un mot sur ce qui se passe à l'OGFREM. Selon mes interviews, selon les agents, les grévistes que moi j'ai contactés, on reprocherait au ministre Cheriba Onkende de s'y mixer à la gestion quotidienne de l'entreprise. Il y a également plusieurs grévistes qui sont convoqués au niveau du parquet. Et ce que nous sommes en train de dire au ministre, d'essayer un peu de gérer ça au niveau interne de son cabinet, au lieu d'amener les agents, des fonctionnaires de l'État au niveau des cours et tribunaux. Ça ne serait pas peut-être propre. Ces grévistes ne réclament, soit ne revendiquent que les ministres ne puissent plus s'ingérer, s'y mixer dans la gestion quotidienne des l'OGFREM. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Massamba Sonia. Merci également à Belgodor Mutombo. Merci beaucoup à Fia Lungela. Merci beaucoup à Chris Mukendi. Je rappelle qu'il est secrétaire national adjoint en charge de la propagande de l'AFDC. Je pense qu'en 2023, il sera candidat. Je vous présente déjà les figures des gens qui pourraient être candidats. C'est dans ses ambitions. En tout cas, ne soyez pas surpris. En 2023, s'il repostulait. Je suis Gramik Legrand. La diffusion de cette émission, comme toujours, 11h juste. Les rediffusions, 22h juste et 1h juste. Relais YouTube, Peter Tiani. RDC, je suis Gramik Legrand, qui est le Dieu de toutes les inspirations. Continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.